Bonsoir, bon dimanche. Face à l'actu, ce dimanche, avec l'invité, va revenir évidemment sur cette sortie des différents bergers religieux qui, cette semaine, se sont exprimés autour de la situation socio-politique. D'abord, Monseigneur Commun, qu'on aura tout à l'heure dans le reportage, mais également le grand imam du camp Berthaud ici à Douala, le Cheikh Moubarak, font l'actualité, tout comme le REDAC, le réseau des défenseurs de droits humains en Afrique centrale, a opéré une sortie cette semaine pour donner sa position sur ces questions avec d'autres institutions de la société civile. On reviendra sur l'affaire Ayok Tabé, qui, comme vous le savez, a été condamné également, ou du moins la cour d'appel du centre a confirmé la condamnation du leader sécessionniste. On reparlera de l'impact de l'opération Bamenda-Clean du côté du nord-ouest et enfin la réunion ministère des Sports et de l'Éducation physique entre les acteurs FECAFOOT et Ligue de football professionnel après la décision du tribunal arbitral du sport qui remet au centre du jeu le général Pierre Semingue. L'invité, c'est Célestin N'Djamène, vous le savez, c'est un homme politique, certes militant du MRC, mais ce n'est pas en cette qualité qu'on l'aura ce dimanche. Célestin, bonjour, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Merci de m'avoir convié pour la première fois dans cette émission Face à l'actu et je vous en remercie infiniment. Merci également d'être là, évidemment. Commençons peut-être par cette sortie de Alain Foguet. Vous le savez, le trésorier national du MRC a commis une publication pour dire qu'il y a des tractations entre certains cadres militants du MRC et le gouvernement pour d'éventuelles rentrées dans un éventuel gouvernement de Paul Biya. Vous vous sentez concerné par cela, cette dénonciation? Absolument pas. Je crois que la meilleure des choses serait que quand on porte une accusation, ça serait de rappeler les moments où ont eu lieu ces tractations, avec qui, dans quel lieu, et éventuellement avec des photos à l'appui. Ces militants qui se livrent à ce genre de bassesse vraiment suscitent simplement de l'indignation et de l'indigestion, hein, si j'ose dire, intellectuelle. On ne peut pas comme ça se pavaner sur les réseaux sociaux à balancer tout et n'importe quoi pour porter l'opprobre à des militants potentiels ou avérés sur des questions qui sont vraiment hautement sensibles. S'il porte une accusation, qu'il pense que ces faits sont avérés, il n'a qu'à porter les éléments qui permettent de vérifier ces faits-là. Vous comprendrez que la question vous est particulièrement posée au regard de votre ton ces dernières semaines, ces derniers mois vis-à-vis de votre parti. Oui, mais on peut me porter la critique sur ce que j'ai dit, sur l'objet de ce que j'ai dit, mais passer par des coups extrêmement nauséeux et nauséabonds pour ternir l'image en plus de certains camarades ou d'un camarade, peu importe, me semble être d'une bassesse inqualifiable. Inqualifiable. N'importe qui peut s'asseoir dans sa petite chambre et crier n'importe quoi sur n'importe qui pour régler ses comptes. Donc c'est pas comme ça que je fonctionne. Moi je fais de la politique d'Ipita Tongo avec un grand P. C'est-à-dire que la politique, pour moi, c'est le mouvement des idées. Ce n'est pas les coups au ras des pâquerettes, en dessous de la ceinture. Ce n'est pas des coups nauséabonds, comme ceux que je viens d'entendre là tout de suite. Donc je crois que la politique camerounaise mérite un peu de dignité, un peu de décence. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, beaucoup de nos compatriotes se dégoûtent un petit peu du spectacle qui est livré par certains hommes politiques qui ne méritent même pas d'être appelés hommes politiques. Je vous suggère donc qu'on prenne ce premier reportage. Ce sera autour de cette réaction. Je l'ai dit, Monseigneur Comé, au nom de la conférence épiscopale du Cameroun, cette entité qui réunit tout ce qui est clergé catholique, a donc réagi cette semaine autour de la crise sociopolitique. Et non loin de lui, c'est le Cheikh Moubarak, grand imam ici à Douala, qui a également fait part de ses préoccupations au regard du contexte sociopolitique. Suivez ce reportage. Le constat est le même pour les deux leaders religieux. La situation actuelle du Cameroun est fragile ou encore c'est un chaos grandissant. Alors que le docteur Ibrahim Moubara Mbombo, le président du Conseil camerounais des imams, des mosquées et des affaires islamiques, voit la solution dans la mise sur pied des conseils régionaux, l'évêque de Bafon, Monseigneur Abraham Comé, pense le contraire. Dans un message intitulé « Mon point de vue face à la situation politique de notre pays », l'homme de Dieu pense que la voie de sortie se trouve dans l'existence d'une masse altruiste qui se soucie du bien-être de l'autre et cela ne peut se faire qu'en passant, entre autres, par l'éducation.
Le communiqué de presse signé le 11 septembre dernier par le grand imam appelle tous les Camerounais de tous bords politiques à apporter leur soutien à la mise sur pied de ce dernier pilier de la décentralisation qu'est les conseils régionaux. Qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition, qu'on soit militant pour ou contre, ou qu'on soit religieux ou pas, le Cameroun a une obligation constitutionnelle qui voudrait que effectivement cette élection régionale puisse exister. On a aussi l'obligation de sa liberté de ne pas aller aux élections. Mais cela étant, quand vous empêcherez à l'autre de le faire, vous aurez touché à une liberté, ça c'est contre la loi. De son côté, l'évêque de Bafang dit ne pas avoir confiance au processus électoral actuel. En effet, pour lui, les dirigeants choisis ne reflètent pas la volonté populaire, mais le vouloir de l'élite dirigeante. Cette communication date du 14 septembre 2020. Célestin Djamène, une telle montée au créneau des princes de l'Église, du clergé, mais également chez les musulmans, qu'est-ce que ça vous inspire? Je veux dire que la situation sociopolitique en ce moment, en cette veille d'élection régionale annoncée pour le 6 décembre, est-elle aussi suffisamment lourde pour que toutes les couches, les classes de la société interpellent les uns les autres? Oui, je pense qu'il n'est pas anormal que les autorités morales, religieuses, puissent avoir une opinion sur la vie sociale et même politique d'un pays. Je crois que l'évêque de Bafang, je crois M. Comer, Abraham Comer, oui, ainsi que M. Moubarak, l'imam de Douala, sont un petit peu, si j'ose dire, dans leur rôle. Même si je mets un bémol pour ce qui concerne un peu l'évêque, parce qu'en vérité, il dit qu'il n'est pas pour le processus enclenché concernant la convocation de corps électoral pour les régionales. Là, il prend une posture carrément politique. Néanmoins, il reste des prélats, ou d'un côté et l'imam de l'autre. Ils ont le droit, simplement en tant que citoyens vivant dans une société, de donner un avis sur la situation politique du pays. Bon, maintenant, il faut savoir la frontière entre la politique opérationnelle et la politique en tant qu'observateur. Je crois que la frontière est très mince entre les deux. Il faut éviter tout glissement. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui le système électoral est fortement critiquable, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Les élections régionales sont des élections à suffrage universel indirect, c'est-à-dire qu'il y a deux catégories d'électeurs qui vont voter, et dans ce cas-là, peut-être que le seul problème qui se pose, c'est au niveau du commandement traditionnel, parce qu'autant on sait que les partis politiques présentent des listes, ça c'est comme d'habitude, mais maintenant les chefs traditionnels, comment peuvent-ils jouer à la fois le rôle de chef traditionnel, c'est-à-dire gardien de la tradition, de l'histoire, de la mémoire d'un peuple ou d'un village, et en même temps être dans l'arène politique, parce qu'en vérité, le conseil régional sera une arène politique. C'est une institution politique. Il y aura des adversaires politiques. Donc ils sont dans l'arène politique. Et à ce moment-là, il faut qu'ils s'attendent à des railleries, à des colibés, à des contestations, et même parfois, pourquoi pas, à des insultes. Ça arrive. Et aujourd'hui donc, je pense que c'est une erreur que de vouloir embarquer les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, dans un rôle spécifiquement politique. C'est ça peut-être le problème. Sinon, je pense qu'on n'a jamais dit que le système électoral camerounais était tout à fait sain, bien au contraire, mais le fait, il faut bien comprendre que le fait d'aller aux élections n'est pas une caution, n'est-ce pas, au système électoral. Conséquemment, je crois qu'il est stupide, il est vraiment incompréhensible de boycotter quelque élection que ce soit, parce qu'à mon avis, le fait d'avoir des représentants au niveau des chambres locales, des chambres nationales, est une chance qui nous est donnée pour défendre les idéaux qui nous tiennent à cœur, notamment sur la réforme d'un code électoral consensuel. Ne pas y aller est justement contre-productif, parce que ce n'est pas au quartier que vous allez défendre la mise en place d'un code électoral réformé, consensuel. Mais justement, si on ajoute à ce système électoral contesté, vous le confirmez, la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest, est-ce que ça ne suscite quand même pas, n'est-ce pas, l'occasion, l'opportunité de s'arrêter une seconde et de se dire, réfléchissons à la résolution de ces problèmes-là, comme le pense... Oui, bien sûr. Alors, le débat est lancé. Maintenant, il faut toujours un débat, parce que, évidemment, quand il y a un problème, il faut d'abord se
constituer, il faut se mettre autour d'une table et discuter des problèmes qui se posent, parce qu'il y a toujours une solution à chaque problème. Donc, et c'est pour ça que je dis que même l'évêque de Bafan est tout à fait en droit de porter un avis sur les choses, y compris dans le champ politique, qui se passent dans son pays. Pareil pour l'imam. Mais simplement, il faut savoir que quand on prend une posture spécifique en politique, on peut être confronté à des répliques politiques, voire même politiciennes. C'est ce que je suis en train de dire. Sinon, le débat est tout à fait permis, tout à fait normal qu'il y ait un débat, qu'il y ait des opinions diverses sur des sujets aussi importants que le code électoral ou qu'un processus électoral. Mais ce que je veux dire pour ce qui me concerne, c'est que aujourd'hui au Cameroun, nous avons choisi, en tout cas, moi c'est ma posture, on a choisi la voie institutionnelle. C'est-à-dire que pour l'alternance, il faut la voie institutionnelle. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de manifester, bien au contraire. Je me bats pour les libertés fondamentales. En l'occurrence, le rôle 90 qui prévoit les manifestations publiques. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut savoir que quand on respecte les institutions, parce que si, par la grâce de Dieu, demain, ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition prennent les affaires, ils auront besoin aussi de conforter les institutions. Ils vont travailler avec les mêmes institutions. Peut-être pas avec les mêmes hommes, mais en tout cas les mêmes institutions. C'est pour ça que, même dans l'opposition, il faut travailler pour le respect des institutions. Mais quand vous dites, pour la République. Quand vous dites, moi, j'ai choisi la voie institutionnelle, n'est-ce pas une position qui tranche avec votre formation politique, qui, elle, demande au peuple d'aller dans la rue pour faire partir le président Biya. Et cette position-là, je dis, vous tranchez. Est-ce que ça ne justifierait peut-être pas un détachement de votre parti, une démission éventuelle? Je veux dire que ce deux tons. Non, vous savez, un parti politique n'est pas une caserne militaire où les gens seraient astreints à livrer toute opinion. Je suis un militant discipliné, mais j'allais dire libre de ses opinions, libre de ses postures politiques. Encore que, il ne s'agit pas là de dévoiler la stratégie de ma formation politique. Parce que par nature, une stratégie est secrète. Donc, on ne peut pas se permettre, quand on est membre militant d'un parti politique, de se pavaner sur un plateau et dévoiler la stratégie qui, par définition, est secrète de son parti politique. En revanche, un militant qui regarde l'actualité politique, il voit le débat politique qui est lancé au niveau de la sphère publique, ben, il est parfaitement en droit, n'est-ce pas, de donner un point de vue, un avis sur ce qui est dit publiquement. Ça peut être sur la pandémie, ça peut être sur n'importe quoi. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, il faut bien faire la part des choses, n'est-ce pas? Nous nous battons pour les libertés fondamentales. En tout cas, c'est ma posture. Maintenant, être militant, ça ne veut pas non plus dire qu'on vous a enlevé un lobe du cerveau. Non, ça veut dire simplement que vous êtes dans une idéologie que vous avez choisie en adhérant au parti. L'idéologie qu'il ne faut pas confondre avec les décisions ponctuelles qui peuvent jalonner le parcours d'un parti politique. Mais si cette idéologie que vous voulez personnelle rentre en contradiction ou même en confrontation avec l'idéologie du mouvement, du parti, est-ce qu'il n'y a pas lieu? Mais justement, il ne s'agit pas d'idéologie. Parce que moi, quand je conteste, par exemple, je donne un avis, si vous voulez, sur une décision qui a été prise, je ne donne pas un avis sur l'idéologie. L'idéologie, c'est, on va dire, la vision d'un parti, c'est le projet de société, c'est le programme politique qui m'a amené à adhérer dans ce parti-là. Ça, ce n'est pas remis en cause, puisque je suis parfaitement en harmonie avec l'idéologie du MRC. La question, c'est de savoir si les décisions qui sont prises sont en harmonie avec l'idéologie du parti. Je veux dire qu'un président, un chef, ne peut pas être chef tout seul. On ne peut pas avoir une gestion autocratique du parti. La gestion, elle est collective. Quand je dis collective, je m'entends, c'est-à-dire que on a mis en place, pour ce qui concerne le MRC, un directoire, c'est-à-dire que, on va dire en quelque sorte un garde rapproché, un organe exécutif qui doit aider le président à prendre des décisions. Bon, quand il y a une entorse à ce principe, ça peut poser un problème. Donc moi, j'ai dit une décision qui peut émaner d'une seule personne, peut être soumise à la critique. Et quand je donne mon point de vue, ça n'est pas remettre en cause l'autorité du chef. Simplement que je donne un avis sur un point. Encore une fois, ce que je veux dire, c'est que ne pas confondre la plateforme politique d'un parti politique, le programme politique d'un parti politique, le projet de société d'un parti et une décision qui est par définition circonstancielle d'un parti politique. C'est de ça qu'on parle. Si j'étais en rupture idéologique avec mon parti, j'aurais démissionné depuis. Bon, ceux qui pensent qu'ils sont en déphasage avec le parti,
peuvent démissionner. Pourquoi moi je démissionnerais? C'est eux ceux qui sont en faute doivent démissionner. Ceux qui doivent quitter le train de la Renaissance, puisque ils ne respectent pas les canons, comment dirais, l'idéologie du parti, dont ils devraient démissionner. D'accord. Je voudrais comprendre le deuxième stop de cette émission. Il s'agit de cette réaction venue de Maximilien Ngombe et quelques autres organisations de la société civile alliées qui ont, comme je l'ai dit, réagi. Au regard du contexte sociopolitique actuel, c'était cette semaine, suivez plutôt. La société civile tient à rappeler que le rôle des autorités est d'encadrer les manifestations afin d'éviter les débordements et non de les réprimer. C'est pourquoi l'État du Cameroun sera tenu pour responsable devant les institutions régionales et internationales dont il fait partie de toute violence et tout autre acte de torture et traitement inhumain et dégradant qui serait exercé sur les manifestants. Enfin, nous encourageons les forces de défense et de sécurité de ne pas user de leurs armes et ou prêter le flanc à cette violence afin de préserver la paix que le chef de l'État prône. N'a-t-il pas dit, je le cite, « Je suis mendiant de la paix ». Pour terminer, messieurs, madame les journalistes, la société civile réitère la nécessité de la tenue d'une commission vérité, justice et réconciliation dont la proposition concrète a été déposée dans les bureaux du chef de l'État et d'autres membres du gouvernement, ainsi que certains membres des partis politiques et institutions régionales et internationales. Bien, donc, je l'ai dit, à quelques moments ou alors au lendemain de cette autre sortie du MINAT, le ministre de l'administration territoriale, Célestin Diamène, qui a clairement dit que toutes les manifestations non déclarées ne seront pas possibles dans les conditions actuelles. Le gouvernement, à travers ses instruments, vont donc veiller à ce que la sécurité des biens et des personnes soit garantie, éventuellement s'il y aurait des manifestations. Ça vous inspire quoi, tout ce... Bon, d'abord, j'écoute avec beaucoup d'attention ce qu'a dit Maximilien Ngombe. Elle est dans son rôle. Je dis qu'il relève d'une ONG de droits de l'homme de dénoncer les crimes, les tortures, les maltraitances réelles ou avérées ou potentielles. Maintenant, ça c'est son rôle. Elle est là pour ça, elle est là pour dénoncer, elle est là pour agir. Elle a toujours très bien fait d'ailleurs, et je lui en remercie maintenant. En ce qui concerne les forces de sécurité, ils doivent tout simplement respecter les lois. Les lois n'autorisent pas les forces de sécurité à tirer sur les concitoyens. Quand il y a manifestation, par exemple, on doit sommer les gens à se disperser. Quand elle est interdite, parce que malheureusement aujourd'hui dans notre pays, on est passé en 90 du régime de l'autorisation au régime de la déclaration, mais dans la pratique, c'est pas ce qui est fait. Je veux dire que très souvent, 9 fois et demi sur 10, les actes, les déclarations déposées sont rejetées, motif trouble à l'ordre public. Mais je veux dire par là que si malheureusement, si malgré tout, cette manifestation est interdite, pour trouble à l'ordre public, ben on doit pouvoir simplement, quand les manifestants se déplacent dans la rue, sur la voie publique, les sommer à déguerpir, à partir. On ne tire pas sur les manifestants. Il n'y a aucun code de déontologie de la police ou de la gendarmerie qui autorise les officiers ou les policiers, les gendarmes, à tirer sur les concitoyens. C'est totalement interdit, totalement illégal. Aucun texte au Cameroun ne le permet. Donc, ça veut donc dire qu'il y a des abus et des excès qu'il faut dénoncer de manière non complaisante, vigoureusement. Et c'est ce que fait d'ailleurs Maximilien Ngombe, il faut lui en remercier. Donc maintenant, quant à ce qui concerne les préfets et les gouverneurs, bien entendu, ils sont là pour veiller à la sécurité des personnes et des biens. Ça, c'est leur rôle, je veux dire que c'est leur cadre juridique. Hein. Quand un gouverneur est mis en place, ou un préfet, un sous-préfet, peu importe, il incarne l'État. Donc, incarnant l'État, son rôle, c'est bien évidemment d'assurer la sécurité publique et de défendre les biens publics et les personnes, en tout cas. Bon, maintenant, ne pas confondre ça avec le droit substantiel, le droit sacré des citoyens à pouvoir exprimer leur mécontentement, voire même leur colère. Mais à leur décharge, peut-être à la décharge des forces de sécurité, il y a des instruments conventionnels pour maintenir l'ordre et la paix. Je veux dire que pendant que vous êtes emballé à manifester vos revendications pour obtenir ce que vous réclamez, les revendications, il y a des paisibles citoyens qui, eux, ne sont pas forcément intéressés à cela et qu'éventuellement vous vous perturbez.
Oui, maintenant, s'il y a comment dirais-je, des empêcheurs de tourner en rond, s'il y a des perturbateurs dans une manifestation, le rôle précisément des forces de sécurité, c'est de les mettre hors d'état de nuire. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on parle d'encadrement des manifestations. D'accord. Parce que logiquement, quand vous allez à la préfecture ou à la sous-préfecture faire un dépôt de déclaration de manifestation, l'objet de la police, des préfets, c'est de vous mettre à votre disposition des forces pour encadrer justement la manifestation, dont l'itinéraire est déjà compris à l'avance, dont les horaires sont déjà entendus. Donc, elles vous encadrent, ces forces-là, jusqu'à la fin de la manifestation. S'il y a des casseurs dans vos rues, dans vos rangs, évidemment, vous vous engagez, au préalable d'ailleurs, à nettoyer vos rangs des éventuels casseurs, parce que manifester, ça n'est pas casser. Manifester, c'est exprimer une opinion publique, exprimer un point de vue. Je crois que chaque parti politique devrait d'ailleurs avoir en son sein des services de sécurité. Ce qui n'empêche pas la police et la gendarmerie républicaine de veiller à l'ordre. C'est ça. On n'est pas là pour casser notre pays. Ce n'est pas la fonction d'un parti politique. Donc ceux qui appellent à l'insurrection, s'il y en a, évidemment, sont dans l'erreur. Parce que l'insurrection d'un peuple, le peuple ne peut pas faire une demande de déclaration puisque c'est le peuple. Le peuple, quand il se lève, il ne prévient pas. Autre chose est d'appeler à. C'est différent de s'insurger. Le peuple n'a besoin de l'avis de personne pour se lever. Si le peuple va extrêmement mal, et s'il le ressent comme tel, eh bien, il ne demandera l'avis de personne. Il se lèvera. Donc, on ne fixe pas la date d'une révolution. Ça n'a aucun sens. On ne fixe pas la date d'une insurrection. Ça n'a pas de sens. Et j'insiste pour dire que d'ailleurs, dans nos textes pénaux, parce que moi-même j'ai été accusé d'insurrection lors de notre marche de janvier 2019, d'hostilité contre la patrie, de rébellion, etc. Mais je sais bien que ce qui est incriminé, parce que ceux qui lisent le code pénal, les articles 122 à 140, c'est bien l'incitation à l'insurrection. Ce n'est pas l'insurrection. Il faut bien lire l'incrimination. C'est l'incrimination qui importe pour qualifier une infraction, c'est d'abord la description de l'incrimination, donc de l'infraction. Il faut bien voir que ce qui est condamnable, ce n'est pas en elle-même l'insurrection, parce que le peuple se lève quand il veut, comme il veut, puisque le peuple est détenteur du pouvoir suprême. Mais ce qui est interdit, ce qui est condamnable par nos textes légaux, en l'occurrence le code pénal, c'est l'incitation à s'insurger. C'est ça la différence que je veux dire. Donc moi, je pense que le peuple doit, quand il le veut, s'exprimer sans l'avis de personne, sans l'ordre de qui que ce soit. D'ailleurs, dans l'histoire de l'humanité, ça s'est souvent vu. Il y a des peuples qui sont levés sans aucun leader, sans aucun parti politique derrière, parce que le peuple en a marre et qu'il le ressente ainsi. Et dans ce cas-là, ça devient comme une bourrasque, un ouragan, qui se réveille. Et du coup, j'ai envie de vous demander que vous inspire donc cet appel à la marche du 22 septembre. Alors, si c'est l'appel à la marche, c'est-à-dire qu'on appelle à la marche pacifique pour le départ du président Paul Biya du pouvoir. Alors, maintenant, il y a un problème de juridisme ou un problème juridique, c'est-à-dire que quand on demande à marcher, maintenant, si l'objet de la marche est un objet, on va dire, est illicite, dans le sens que si on appelle, par exemple, à renverser les institutions, il est clair que nos textes l'interdisent. Les textes interdisent le renversement des institutions. On n'est pas là, parce que même la révolution est une infraction pénale dans le code pénal camerounais. La révolution dans le code pénal est une infraction. Mais sur le plan philosophique, la révolution, c'est la révolution. C'est-à-dire que quand elle arrive, c'est le vent qui passe et ça ramasse tout le monde. Maintenant, l'appel à la marche, c'est-à-dire qu'on dépose une déclaration dans une préfecture ou une sous-préfecture. C'est une démarche tout à fait normale. Maintenant, il revient au sous-préfet qui reçoit cet acte de déclaration de juger si l'objet de la marche est licite, si elle est anti-républicaine ou républicaine. Ça, c'est leur devoir, n'est-ce pas, de vérifier cela et de prendre en conséquence une décision. Mais appeler à marcher, les marches ne sont pas illégales au Cameroun. Elles peuvent le devenir si, effectivement, le sous-préfet ou le préfet estime que l'objet est totalement anti-républicain, et dans ce cas-là, il peut parfaitement, avec le motif avéré, interdire la marche. Ça, et avez-vous le sentiment, au regard justement de ces multiples appels et des réactions gouvernementales, à côté la mobilisation de la société civile qui appelle à une baisse de tension, avez-vous le sentiment qu'un contexte comme celui du 26 janvier 2019 est identique aujourd'hui? Non, en janvier 2019, c'était tout à fait différent parce qu'en vérité, c'était pour contester le hold-up.
électoral, essentiellement. Bon, il y avait plusieurs motifs, mais le motif focal, c'était vraiment la contestation des élections, on va dire, des fraudes électorales. C'était pas autre chose. C'est tout à fait légitime. Je dis qu'il y a une élection, vous avez la conviction que les élections ont été truquées, eh bien, on peut manifester sa désapprobation, on peut manifester son mécontentement. Cette marche, dans certaines villes, avait été déclarée, d'autres pas, mais dans tous les cas de figure, ce n'était pas un objet anti-républicain, ce n'était pas un objet illicite, si j'ose dire. On n'a pas appelé à renverser les institutions en janvier 2019. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que s'il s'agit d'un renversement des institutions, eh bien, malheureusement, ça tombera sous le coup du code pénal. Bon, maintenant, il faut simplement que les gens aient raison gardée. Nous sommes tous pour l'apaisement et pour la paix civile, mais nous sommes aussi pour la revendication de nos droits fondamentaux. Je me suis toujours battu pour ça, c'est-à-dire qu'une société de liberté, une société de justice et d'équité, où chacun pourrait faire ce qu'il veut, vaquer comme il entend à ses occupations, et chacun pourrait faire exprimer ses droits de la manière la plus républicaine et la plus juste possible. Je l'ai dit à l'entrée de l'émission, on va repartir du côté de Yaoundé avec Siseko Ayok Tabé, le leader séparatiste, qui était une fois de plus face aux tribunaux cette semaine. C'est dans le cadre d'un appel qu'il avait interjecté après sa première condamnation. Suivez plutôt. 20 minutes auront suffi au président de la cour d'appel pour confirmer son verdict. La prison à vie pour Siseko Ayok Tabé et ses 9 co-accusés. Tous militants séparatistes arrêtés au Nigeria il y a 2 ans et extradés au Cameroun. Une fois de plus, on est parti en appel et on n'a même pas eu l'occasion de défendre nos clients. Nos clients n'ont pas eu l'opportunité de s'exprimer. À plus forte raison, laisser le temps aux juges d'évaluer leur cause. Donc, nous disons que c'était arrangé. Avant de venir, lui avait déjà son gâteau et il se servit. Et voici les conséquences. Les avocats des militants séparatistes estiment qu'il y a eu déni de justice depuis le début du procès, leurs clients n'ayant pu présenter leur défense, ajoutant qu'ils comptent bien son pouvoir en cassation devant la Cour suprême du Cameroun et si nécessaire aller au-delà. On va directement à la Cour suprême. On n'a pas de choix. Mais rassurez-vous que non seulement on va suivre ce parcours, on va chercher tous les parcours qui nous sont ouverts. Au plan international, régional, au plan régional qu'international. Rappelons qu'arrêté en 2018, celui qui se présente aujourd'hui comme le leader de l'Ambazonie a été condamné l'an dernier par un tribunal militaire pour sécession et terrorisme en lien avec le conflit dans les régions anglophones du Cameroun. Célestin Jammeh appelle à la résolution définitive de la crise anglophone, appelle au changement du système électoral. Vous dites que ce sont des arguments, des prétextes politiques suffisamment forts pour mettre la pression au Cameroun, au gouvernement? Oui, ce sont des questions, je dirais même essentielles dans un pays comme le nôtre. Effectivement, sur la guerre civile, parce qu'il faut l'appeler ainsi, parce qu'à partir du moment où certains Camerounais prennent les armes pour combattre d'autres, il s'agit ni plus ni moins que d'une guerre civile. Ça, il faut le prendre, il faut le considérer ainsi. Même si ce n'est pas une guerre conventionnelle, dans le sens qu'il n'y a pas 2 armées qui s'affrontent, il y a quelques milices, groupuscules dirigés par quelques criminels terroristes, et l'armée républicaine qui est en face. Mais néanmoins, il y a des gens qui meurent tous les jours, et ça, il faut le déplorer, naturellement. Bon, maintenant, sur le système électoral, je l'ai toujours dit, ça fait plus de 8 ans que je me bats pour un code électoral réformé, parce que c'est essentiel, parce qu'il s'agit là de la dévolution du pouvoir, parce qu'il faut des règles du jeu passent par effectivement l'objet qui va nous permettre de manière tout à fait transparente et adéquate de pouvoir éventuellement susciter l'alternance. Si le code électoral est truffé d'articles liberticides, comme c'est le cas aujourd'hui, naturellement, ce sera très compliqué de pouvoir, pouvoir créer ce choc de l'alternance. Néanmoins, ce n'est pas une raison de ne pas participer parce que quoi? Si vous avez un système comme celui-ci
que vous critiquez avec ces lois qui ne sont pas correctes pour provoquer ces changements, eh bien, c'est l'occasion justement de se saisir d'abord de la campagne électorale comme d'une tribune pour prendre le peuple à témoin, et ensuite, même si vous êtes minoritaire dans les assemblées, qu'elles soient locales ou nationales, ben, cette minorité-là va commencer par dénoncer, mais alors de manière officielle, ce qu'elle faisait de manière officieuse. Donc c'est pour ça que il faut toujours, il ne faut jamais abdiquer, ne jamais renoncer, n'est-ce pas, à être dans les institutions. C'est important de faire porter la voix. Ce sont ces députés-là, ce sont ces conseillers municipaux-là, ce sont ces conseillers régionaux, ces sénateurs qui pourront, n'est-ce pas, être nos ambassadeurs dans les cercles officiels. En d'autres termes, vous n'avez pas encore digéré l'absence de votre candidature lors des récentes élections locales? Non, c'est pas que je n'ai pas digéré, je passe pas mes nuits à penser, comment dirais-je, à remuer le passé. Simplement, je pense que pour éviter les mêmes écueils à l'avenir, il faut suffisamment enseigner ceux que nous rencontrons pour que ce qui s'est fait dans le passé, les erreurs commises dans le passé ne soient plus répétées. Je continue à penser naturellement que quand on a atteint un niveau d'audience, de popularité aussi important que l'avait atteint le MRC, on ne peut pas se permettre de dire qu'on ne participe pas. Parce que si le parti en face était dans une telle panique, ce n'est pas vous qui viendrez nous démentir en faisant croire que nous aurions eu un député, deux députés. Ça n'a absolument aucun sens. Vous savez, la politique de la chaise vide n'a jamais payé nulle part. Ça n'a jamais payé nulle part. En tout cas, dans un pays comme le Cameroun. Je suis convaincu que beaucoup de gens comprennent aujourd'hui que cette décision de boycott a été une erreur gravissime, que nous allons payer très très cher. Je le dis ici en mon âme et conscience. Vous comprenez? Ce n'est pas pour faire de la polémique bassement politicienne. Non, c'est pour dire que plus jamais ça. Comprenez? Battons-nous pour un code électoral réformé, consensuel. Pour cela, il faut que nous ayons des porte-voix dans les institutions pour défendre nos aspirations à une société meilleure. Au quartier, on ne peut pas le faire. Comprenez? Il n'y aura pas non plus d'insurrection. Rassurez-vous, il n'y aura rien le 22. Le peuple camerounais, j'en suis convaincu, malheureusement, n'a pas encore atteint ce niveau de maturité qui fait qu'on a l'esprit suffisamment sacrificiel, comme ça se voit ailleurs. Ça viendra un jour, c'est sûr. Mais pour l'instant, le 22 sera une journée ordinaire, hélas. Hélas ou pas hélas, peu importe. Ce sera une journée en tout cas ordinaire. Dans ce cas-là, je peux vous dire que la méthode pour un Cameroun nouveau, un Cameroun différent, ce n'est pas forcément celle qui est, pratiquée en ce moment. Parce que je continue à penser que la voie la plus idéale, la plus logique, c'est la voie d'abord de l'éducation des masses, à leurs droits essentiels. Parce que quand on a suffisamment éduqué un enfant, eh bien, il se lèvera tout seul un jour pour défendre sa propre cause. Comprenez? Si le peuple, si les populations, si nos compatriotes ont les clés de leur propre libération, ils n'auront plus besoin de leaders. Ils seront ceux qui ils seront distingués, ce qui est bon pour eux et ce qui ne l'est pas pour eux. Comprenez? Et donc, moi, je pense que le travail doit surtout être fait à ce niveau-là. Comprenez? Mais je veux dire encore une fois qu'il faut savoir que la voie du changement, la voie de l'alternative ou de l'alternance au Cameroun, c'est les élections. Alors, qui sont régies par un mauvais code, c'est certain, mais justement, c'est parce que le code est mauvais qu'il faut aller, même sur la minorité, aller dans les assemblées pour défendre cette cause-là. Vous savez par exemple que si le SDF n'avait pas été dans les assemblées à l'époque, en 2002 et autres, eh bien, on n'aurait même pas eu ONEL. On aurait continué à avoir le MINAT qui aurait géré toutes les opérations électorales au Cameroun. On a eu ONEL 1, ONEL 2, et les CAM 1 et les CAM 2, très bien. Ce n'est pas parfait, mais je veux dire que c'est parce qu'ils étaient... 40 ans plus tard, le système est toujours entier. Le système est là. Du SDF dans les institutions. Le système est là, mais je pense que le MINAT
n'est pas comparable à Elecam. Vous avez vu, on peut, comment dirais-je, avoir nos représentants dans les antennes d'Elecam, on peut surveiller les procès-verbaux. Avec la donnée technologique aujourd'hui, d'ailleurs, on peut même les filmer et les mettre sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, rappelez-vous que cette année, en 2020, on a connu les résultats des municipaux, par exemple. Et de ce point de vue, comme qui dirait, à quoi bon changer les règles si le résultat de la rencontre à la fin de la journée est toujours le même? Non, justement, les avancées à pas de tortue sont des avancées quand même. Comprenez? Je pense qu'il ne faut pas abdiquer, ne désespérer, parce que les avancées sont très lentes. Mais justement, il ne faut pas être hors du jeu, il faut être dans l'église, il faut être dans le jeu pour justement défendre ces objectifs-là, défendre ces aspirations-là, ces objets-là. Parce que sinon, ceux qui ont le pouvoir, ils continueront à faire ce qu'ils veulent. Il faut être, pas simplement les troubles faits, mais il faut être, quand bien même on est minoritaire, il faut être dans les institutions pour pouvoir défendre nos oppositions, nos postures, je veux dire. Mais justement, l'enjeu, c'est le changement. Donc le pouvoir et véritablement changer les choses, étant à la tête de la direction du parti. Le combat sera très très long. Mais on ne peut pas me dire aujourd'hui qu'on a encore un système du Minat à l'époque. Bien sûr que le gouvernement a toujours un œil. Mais aujourd'hui, cette apparence d'indépendance de l'ECAM ne peut pas nous permettre d'ailleurs, justement, à pouvoir prendre le texte à la racine, de dire que voilà, l'ECAM est indépendant. Dans les commissions locales, dans les commissions départementales, il y a des représentants de tous les partis. Donc maintenant, c'est à nous de former nos militants, nos scrutateurs, nos représentants, à défendre les droits de chaque candidat et de chaque parti politique. C'est là qu'il faut mettre le curseur. Alors, loin des institutions, ancrées quand même dans une frange importante de l'opinion, du peuple, quelle issue pour reconquérir le pouvoir pour le MRC aujourd'hui? MRC ou pas MRC? Quand on est un parti politique, ça veut dire que quand on va au Minat se faire immatriculer comme parti politique, il faut savoir que dans son ADN, on a d'abord l'intention de compétir sur le plan électoral. Sinon, on devient une ONG. Ça veut dire que si vous allez vous inscrire au Minat comme parti politique, comme mouvement politique, et vous décidez de ne pas aller aux élections, ce qui est votre droit d'ailleurs, eh bien, vous ne faites pas le travail qui est assigné à votre raison d'être. Parce que votre raison d'être, c'est de présenter un projet de société que vous avez écrit ou un programme politique à des électeurs, le moment venu, qu'ils essaient de comparer aux autres programmes politiques et de voter ou non pour vous. Quand il y a un boycott, il peut être tactique, mais dans le cas contraire, s'il est inactif, s'il n'est pas tactique, le boycott ne sert à rien du tout. Regardez le cas du Bénin. Monsieur Patrice Talon est quasiment seul au Parlement, mais il gouverne. Même au Togo d'ailleurs, monsieur Faure Yassingbe est seul au Parlement, mais il gouverne. Donc je veux dire que quand on pose un acte politique, il faut escompter d'autres actes subséquents plus tard. Quel est l'acte subséquent, n'est-ce pas, au boycott dans le cas du Cameroun? Nous sommes au mois de septembre aujourd'hui. Où est la suite? Quelle est la suite? Le RDPC passe de 147 députés à 158 grâce à l'absence du MRC. Donc ils vont vous dire merci, ils ont bu le champagne, parce qu'évidemment ils n'espéraient pas autant, n'est-ce pas, ils étaient dans une courbe plutôt descendante. Là, tout d'un coup, de manière fulgurante, ils sont montés. Donc aujourd'hui, l'espace politique est vide, parce qu'il n'y a pas un parti politique capable, sur le plan institutionnel, de donner du répondant, de la riposte au RDPC, qui a une majorité plus qu'obèse. Vous comprenez donc le caractère totalement stupide et illogique du boycott. Ça n'a pas de sens du tout. Remarquez qu'au MRC, les gens ont passé leur vie à implanter des unités, à constituer des fiefs électoraux, à constituer des bastions électoraux. Et vous venez leur faire croire que, quelques années plus tard, ils n'ont pas le droit de recueillir le fruit de ce travail-là, parce que le MRC est là pour changer la société. Or, pour changer la société, il faut que votre programme politique soit un jour implémenté, soit appliqué. Comment voulez-vous implémenter votre programme politique si vous n'allez jamais aux élections? Comprenez? Maintenant, vous voyez qu'il y a deux arguments qu'on fait valoir. C'est-à-dire qu'il faut que la guerre cesse dans nos eaux, il faut qu'il y ait la réforme du code électoral. Sur le premier point, on est d'accord, mais sauf que il n'y a pas un bouton qu'on appelle fin de la guerre. Pour que la guerre cesse, on sait comment la guerre commence, mais on sait rarement comment elle finit. Sur le deuxième point,
la réforme du code électoral, je suis d'accord. Mais vous pensez que ceux qui sont assis sur un code électoral, qui le maintient au pouvoir, ils vont vous faire plaisir pour vos beaux yeux, ils vont réformer le code électoral? Non. La politique, c'est le rapport de force. Ce rapport de force ne peut se dérouler que dans des instances officielles. Justement, est-ce que le MRC ne fait pas beau rôle, beau jeu, de déplacer le rapport de force classique et de le mettre sur un tableau où les gens l'attendent le moins, la pression populaire? Oui, ce n'est pas antinomique. Je dis que le peuple sait ce qu'il veut. Le peuple sait les conditions dans lesquelles il vit. Quand un enfant a faim, vous n'avez pas besoin de le lui rappeler. Il va vous réclamer à manger. Il se lève, il va bouder, il va faire des caprices, il veut manger. Quand le peuple a faim, quand le peuple se sent opprimé dans son fort intérieur, soit il est dans la résilience, ce que je peux comprendre, soit il est dans la saturation, et à ce moment-là, le peuple lui-même se lève pour dire ça suffit. Et il n'a besoin de personne. En d'autres termes, le peuple n'est pas prêt à suivre ses appels. Le peuple que je connais aujourd'hui, dans l'atmosphère que je vois, le thermomètre politique au Cameroun, me conduisent à penser que le 22 au Cameroun sera une journée ordinaire. Il n'y aura rien. Si ce n'est plein de policiers dans la rue, si ce n'est plein de gendarmes, plein de militaires, ce sera tout. Il n'y aura rien. Je vous parle en connaissance de cause. Hein, comprenez, ceux qui sont là n'ont pas beaucoup changé. Donc c'est à nous maintenant, éventuellement, si nous voulons conquérir le pouvoir, de changer de stratégie. La pression populaire, c'est le peuple. Ce n'est pas une question du MRC. Si le peuple veut son changement, dans ce cas, le MRC n'est plus concerné. C'est tout le monde qui est concerné. Ce n'est pas une question qui est relative à un parti politique. C'est une question qui concerne chaque Camerounais et chaque Camerounaise. Et c'est pour ça que je continue à dire qu'on ne fixe pas la date d'une révolution. Une révolution, elle est brusque. Elle est populaire, elle est spontanée, elle est naturelle, c'est comme un ouragan. Alors il faut éviter tous ces discours sulfureux de certains nabos politiques qui font des lettres sur Internet pour ternir l'image de certains camarades, qui disent tout et n'importe quoi, qui sont dans la non-stratégie, qu'ils appellent stratégie. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le seul outil qui vaille, c'est l'écoute du peuple, c'est l'étude de la psychologie du peuple, c'est la situation sociopolitique de ce pays. Il faut connaître ce peuple. Alors j'ai l'impression qu'on est en train de faire un greffe sur un peuple qui n'est pas le peuple camerounais. On ne peut pas greffer une situation d'ailleurs, n'est-ce pas, dans l'histoire du peuple camerounais. Parce que chaque peuple a sa spécificité, le peuple camerounais est ce qu'il est, et il faut le considérer tel quel. Prenons cet autre reportage, ici à Douala, mais qui nous fait une lecture de ce que pourrait être, une fois de plus, la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous sommes à la gare routière de Bonabéry. C'est le point de départ des transporteurs par bus entre la région du littoral, la ville de Douala et celle du nord-ouest. Essayez de voir comment est-ce que l'activité se déroule là-bas. Suivez plutôt. Près d'une semaine déjà que ces véhicules ne se sont pas rendus dans la ville de Bamenda, région du nord-ouest. Depuis le lancement de l'opération Bamenda Clean le 8 septembre dernier, les activités sont au point mort dans cette gare routière située à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala. La principale clientèle, qui se fait de plus en plus rare, de ces agences de transport se rend habituellement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous ne transportons plus les personnes qui se rendent à Bamenda. Regardez vous-même la gare routière, tout est sec. D'habitude, je me rends à Bamenda 3 fois par semaine. Mais depuis la semaine dernière, je n'ai aucune information si j'irai à Bamenda ou pas. J'avais un cadavre à transporter à Babangui la semaine dernière, mais ce n'était pas possible de se rendre à Bamenda. Un manque d'affluence qui a abouti à la fermeture de certains guichets de paiement de tickets de transport et par ricochet à la cessation d'activité de quelques agences de transport installées à Douala. Nous, on a les courses, les délégations pour Douala-Bamenda. On ne parvient pas à arriver à Bamenda. Il y a les corps qui sont restés à la mort. C'est les familles qui en souffrent. Aussi à l'agence. Regardez comment est l'agence. Ça, c'est les grands jours de travail pour nous, mais il n'y a personne. La morosité des activités est généralisée aux petits business exerçant dans cette agence. Il n'a plus de clients. Les gens qui venaient pour les recruter des pauvres, il n'y a plus. Il a manqué de clients. Donc tout est mort.
L'opération Bamenda Clean est une opération spéciale de sécurisation de la ville, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Dans un communiqué signé par les responsables de l'armée et de la sécurité de la dite région, on apprend que c'est la réponse aux diverses attaques perpétrées par les terroristes et criminels tels que les vols et les pillages, les braquages des banques et magasins, les assassinats des civils et des personnels des forces de défense et de sécurité. Sortons définitivement de la séquence des reportages avec une actualité aussi brûlante dans le football. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a réuni cette semaine dans son cabinet à Yaoundé le président de la Fédération camerounaise de football et le président de la Ligue de football professionnel. C'est au lendemain de la décision du TAS, le tribunal arbitral du sport, qui remet le général Pierre Semengue à la tête de la LFPC. Cette réunion sous haute tension présageait d'emblée des échanges houleux entre les différents protagonistes, le patron de la FECAFOOT, celui de la Ligue de football professionnel et le président de New Star de Douala. Sauf que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, représentant du gouvernement, a eu raison des trois parties. Après avoir écouté les différents camps, Narcisse Moïle-Kombi a recommandé comme première mesure à la FECAFOOT l'application immédiate et sans condition des sentences prononcées par le TAS les 14 et 15 septembre 2020. Créer un climat favorable au rassemblement de tous les acteurs concernés, à l'apaisement des tensions et divergences d'intérêts et au développement du football dans notre pays en cohérence avec les lois et règlements de la République. D'impliquer davantage tous les acteurs à la gestion des problèmes inhérents à l'organisation et à la pratique du football au Cameroun en renforçant le dispositif de concertation permanente existant. À la Ligue de football professionnel qui hérite des résultats d'un championnat organisé par sa tutelle pendant sa suspension à travers une instance de suppléance, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a prescrit de tout mettre en œuvre pour mieux gérer la continuité du travail abattu par le comité Alim Konaté. De trouver la formule adéquate pour le déroulement serein des championnats professionnels déjà annoncés par la tutelle fédérale. Cette formule devrait garantir leur reprise à très près d'échéance et le déroulement intégral de leur phase aller avant la mi-décembre 2020. Date imposée ou envisagée pour la mise des infrastructures sportives à la disposition de la CAF dans la perspective de l'organisation du CHAN prévue dès le 16 janvier 2021. La rencontre s'est achevée avec la tension dans l'air. Aucun des dirigeants sportifs présents n'a accepté d'accorder d'interview à la presse. Le ministre a parlé, ça suffit. Voilà donc ce qu'on peut en dire. Célestin Djamène, dernière ligne droite dans cette émission, encore une dizaine de minutes. Vous, quand vous regardez dans la trajectoire politique que prend le Cameroun aujourd'hui, le 6 décembre, nous en serons à la dernière phase de la mise en place de la décentralisation avec l'organisation de ces élections régionales. Il y a le MRC qui se positionne désormais comme un parti qui va mettre la pression sur le gouvernement. Il y a les autres partis qui sont dans les institutions, le PCN, le SIF et la société civile. Quelle lecture faites-vous du climat politique à venir au Cameroun? Je crois que le climat politique au Cameroun aujourd'hui est assez ambigu parce que d'une part nous avons un système électoral, comme je l'ai dit, qui n'est pas tout à fait sain. Il faut toujours se battre pour améliorer ce fameux code électoral parce que c'est important, ça c'est les règles du jeu et c'est le document qui décide de la dévolution du pouvoir au Cameroun, dont chacun doit mettre du sien pour qu'on ait un code électoral consensuel, parce que demain, le RDPC pourra parfaitement se retrouver dans l'opposition. Alors, il aura beau jeu aussi de revendiquer, effectivement, que le jeu soit transparent et juste. Donc, c'est pour ça que c'est l'affaire de tout le monde. Donc, à côté de ce mauvais code qu'il faut réformer, il faut savoir que la meilleure façon de lutter, c'est de prendre part, n'est-ce pas, au grand rendez-vous
des campagnes électorales. Parce que c'est une institution aussi, j'allais dire, la campagne, les élections, c'est pas simplement une coutume politique, c'est une institution en elle-même, même si elle n'est pas inscrit dans le fronton de nos institutions, elle n'est pas gravée sur le marbre. On sait bien que lors d'une campagne électorale, c'est l'occasion pour chaque candidat, pour chaque parti, de dire ce qu'elle entend faire une fois qu'elle sera aux affaires. N'est-ce pas? Donc je pense qu'aujourd'hui il y a cette ambiguïté-là qui fait que d'un côté nous avons choisi comme moyen d'accès au pouvoir les urnes, même si le code est mauvais, un peu frelaté, et d'un autre côté nous avons des partis qui pensent que le boycott peut apporter quelque chose. Entre les deux, je crois que le Cameroun va finir par trouver sa voie. Peut-être faudrait-il demain un grand parti qui puisse effectivement rassembler les patriotes de tous bords. Une voie qui est dans la réforme de la forme de l'État. Oui, parce que la réforme... Regardez par exemple le cas des conseils régionaux. C'est depuis 1996, pour la première fois, qu'on a parlé d'État décentralisé. Le Cameroun est un État décentralisé depuis 1996. Mais aujourd'hui, c'est seulement aujourd'hui, donc 28 ans, 26 ans plus tard, qu'on met en place ces institutions-là. Vaut mieux tard que jamais, vous comprenez. Donc aujourd'hui, il faut savoir quel est le rôle d'abord que jouera cette institution. Ça aurait pu être un élément utile dans la résolution de la crise, dans la prévention de la crise anglophone. Je suis même persuadé d'ailleurs que si on avait déjà le président de région élu, avant cette crise anglophone, 2016, on ne serait pas arrivé au crépitement des armes. Parce que je pense que dans chaque région, quand il y a des soubresauts, c'est le président des régions qui sera à même de résoudre ces problèmes-là. Moi, je suis fédéraliste, dans le sens que je suis pour une mise en place d'une fédération des États, c'est-à-dire qu'on a les 10 États plaqués sous la forme des 10 régions, avec un État central, dont l'État fédéral, qui aura des pouvoirs régaliens, confinés dans 3 grands secteurs, comme on sait, c'est-à-dire que la diplomatie, c'est-à-dire que les finances, c'est-à-dire l'armée républicaine. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des gens qui s'agit de parler de fédéralisme communautaire. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans communautaire. Alors, voulait-il dire fédéralisme ethnique? Je n'en sais rien. Mais là, ce serait extrêmement grave. Si communautaire veut dire ethnique, ça veut dire que là, on rentre dans un ensauvagement de la politique camerounaise. Nous devons être dans la République, pour la République. Il faut éviter le retour à la barbarie, aux ethnies, aux communautés villageoises. Il faut savoir que le Cameroun est une république. Même si dans la pratique il y a des dérives, le Cameroun doit demeurer une république. Et il faut que chacun puisse y participer pour la consolider et pour la parfaire. C'est très important. On va peut-être le redire par là où on a commencé. Le MRCP, ça vous dit le mouvement pour la renaissance du Cameroun progressiste? Je ne sais pas, ça c'est un néologisme ou une trouvaille. On l'a dit à l'entrée, Alain Foguet estime que ce sont les cabinets noirs qui sont en train de mettre sur pied ce mouvement au sein du MRC pour discrédibilité le parti politique. Et du coup, les regards sont tournés vers certains, peut-être comme vous. Apparemment, il est très infiltré dans les instances politiques du parti au pouvoir. Alors, il faut qu'il nous dise s'il milite vraiment pour le MRC. Parce que comment fait-il pour avoir ces informations-là? Ça veut dire qu'il aurait beaucoup d'amis, à supposer qu'elles soient avérées. Ça voudrait démontrer qu'il a beaucoup d'amis au pouvoir. Ce qui m'inquiète. Est-ce un péché? Ce qui m'inquiète. Est-ce un péché dans le contexte? C'est-à-dire que quand on parle de politique, il n'y a pas d'amis, n'est-ce pas? Maintenant, on peut avoir des amis personnels qui appartiennent à toutes les formations politiques. Mais je veux dire que si il a des infiltrations, des entrées au pouvoir, ça veut dire qu'on ne donne rien sans rien. On ne peut pas vous donner une information si en retour, il n'y a rien qui se donne. Et c'est pour ça que ça m'inquiète. Maintenant, évidemment, ça m'a fait plutôt ricaner, parce que s'il lance une telle information, ça veut dire qu'il est en mesure de dire à quel moment ça s'est passé, avec qui, et à quel endroit surtout, parce que pour la bonne gouverne des Camerounais qui nous écoutent et qui nous regardent, ils doivent tout savoir. Mais on ne peut pas lancer des pavés, des insinuations, tout simplement dans le but dégueulasse de ternir l'image, n'est-ce pas, des camarades politiques. Alors en plus, ça vient d'un trésorier d'un grand parti national, un grand parti politique, je veux dire. Et c'est extrêmement lamentable. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce pays, on a besoin de revenir aux vraies valeurs politiques. La politique, c'est une activité noble. Pour moi,
Dipita Tongo, la politique, c'est la plus haute expression de la charité humaine. Quand on voit certains nabos politiques dont la seule activité, c'est de détruire leurs camarades, c'est de ternir l'image de leurs camarades, c'est totalement détestable, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que les gens se dégoûtent de la politique. Parce que si la politique se résout à des congossas, à des petites inventions, on se met dans un petit coin de sa chambre, on écrit n'importe quoi, n'est-ce pas, pour salir l'image de ses propres camarades en plus, mais c'est extrêmement grave. Ça mériterait même une radiation, si c'était possible. Célestin Djamène, est-ce que vous entendre vous tirer un balle dans le pied à longueur de journée, je veux dire qu'on vous entend très peu souvent ces dernières semaines, danser le parti au pouvoir, reprocher des attitudes à vos militants, fait-il de vous un opposant à l'opposition, comme ça se dit? Je ne sais pas ce que c'est l'opposant à l'opposition, peut-être qu'il en existe, mais quand je fais une sortie qui peut être médiatique, qui peut être écrite, je pense que la chose la plus simple, la plus loyale, serait de contester ce que j'ai dit ou ce que j'ai écrit. Mais très souvent, on a des personnes totalement désespérées qui lisent ou qui lisent mais ne comprennent rien du tout et qui réagissent par des invectives et des insultes tout à fait nauséabondes qui ne peuvent pas faire avancer les choses. Si j'ai dit que Dipita Tongo, il a un passeport italien, un passeport américain, je dois pouvoir le démontrer. On doit pouvoir contester cela avec des éléments fiables. Si on dit que M. Djamène tire contre son parti, mais qu'est-ce qu'il a dit et qui nous fait comprendre qu'il tire sur son parti? Dites-moi, je rappelle qu'un militant n'est pas quelqu'un qui a été victime, c'est pas quelqu'un à qui on a enlevé un lobe du cerveau. Un militant doit être critique, mais pas une critique, on va dire, stérile. La critique doit être constructive pour permettre à son parti de voir ce qui cloche et ce qu'il y a lieu de faire pour que les choses puissent évoluer. C'est ça la critique, c'est ça le débat contradictoire. Vous avez vu, Ayoub Tabé, il a été condamné, on a confirmé en appel la condamnation à vie, malheureusement ça a duré qu'un quart d'heure. Or ça c'est bafouer les grands principes du contradictoire que tous les juristes savent. On doit pouvoir échanger, débattre pour arriver à une décision. En un quart d'heure, je doute fort qu'on puisse voir, n'est-ce pas, toutes les défaillances ou toutes les requêtes qui ont été portées, n'est-ce pas, par les avocats de M. Ayoub Tabé. Ce qui est vrai pour un procès judiciaire, l'est aussi dans l'arène politique. Quand on veut faire avancer un débat, eh bien, on discute, on débat, on conteste, on proteste avec des arguments fiables. Parce que moi je sais insulter, mais je m'en abstiens, parce que je pense que ça n'apporte rien au débat. Donc ceux qui manquent cruellement, parce que c'est l'évidence que ça donne, ceux qui manquent cruellement de formation politique devraient se mettre au travail pour se former, pour s'éduquer. Savoir qu'une famille politique, c'est aussi une famille où on doit faire avancer les choses, on doit échanger les regards, échanger les points de vue. Il arrive même très souvent que dans des partis politiques, il y ait des courants de pensée, et ces courants se choquent, s'entrechoquent et se confrontent pour que le parti aille toujours de l'avant. Et ça démontre de la vitalité d'un parti politique, ça démontre de la démocratie interne. Mais ces zozos qui débarquent dans les partis parce que par fanatisme ou par lobotomisation, ils ne comprennent rien du tout. Vous ambitionnez qui sait peut-être prendre la tête du MRC, un de ces quatre? Non, je n'ai aucune ambition de cette espèce aujourd'hui. Je dis simplement que pour que l'atmosphère politique du Cameroun puisse être meilleure qu'avant, il faudrait d'abord que, parce que tout commence par les militants, il faudrait que les militants soient formés, soient éduqués. Merci. Et si on veut demain des meilleures femmes politiques, si on veut des meilleurs hommes politiques qui suscitent de l'intérêt, de l'estime, de l'appréciation des autres, il faut qu'ils se forment d'abord. Or, ils ne le sont pas dans leur grande majorité, et ça donne un coup terrible aux partis politiques qui sont devenus des partis, des usines à aboiement, des usines comment dirais-je, de crispation politique. Et ça, c'est absolument détestable. Merci infiniment d'être venu dans ce studio ce dimanche. Merci beaucoup. Pour commenter l'actualité de la semaine. Évidemment qu'on espère vous revoir sur cette antenne, sur d'autres plateformes, pourquoi pas. On vous sait disponible. C'est toujours disponible, merci. Comme vous le savez. Bonne fin de soirée, bon début de semaine. À vous également à la maison. Merci d'avoir regardé Face à l'actu ce dimanche. Bonne semaine. C'est 1 heure.